C'est parti. Je suis ravi de vous retrouver. Maintenant, nous allons passer un moment ensemble pour Sandy va nous présenter un cas clinique d'une de ses patientes. Elle va nous rejoindre et nous allons pouvoir travailler ensemble. On se retrouve régulièrement pour ces temps de supervision en direct. C'est des moments pour vous de pouvoir aborder vos pratiques cliniques, de pouvoir questionner les stratégies qui sont mises en place, d'interroger vos façons de vous y prendre. Et c'est un moyen de pouvoir développer des compétences, pouvoir construire, interroger ce qui se passe dans la rencontre. Voilà. Sandy est là, a priori, je l'invite à nouveau. Elle a tenté de rejoindre la vidéo. Voilà, vous savez que dans ces moments-là, vous avez le chat qui vous permet d'intervenir, de poser vos questions, de faire vos différentes interventions. Et je transmets en direct à chaque fois aux participants vos questions. Ça permet ainsi voilà, d'avoir votre point de vue, d'avoir vos questionnements, de découvrir quelles sont les stratégies que vous aimeriez employer. Et voilà, Sandy qui est là avec nous. Salut Sandy. Salut. Parfait. Alors on est bien entouré. Il y a l'esprit de Frida Kahlo qui est là Ouais. derrière pour nous accompagner. Guillaume, je te vois pas. Je t'entends, mais je te vois pas. Alors ça doit être dans ton paramétrage de caméra. Je ne sais pas comment tu peux faire chez toi, mais nous on te voit bien par contre. Ah, Alors peut-être qu'il va bon. falloir faire comme ça. Voilà. Bon, Imaginez ma ok. présence. De toute façon, nous on t'entend bien, on te voit Ok. bien. Voilà, les collègues sont en train d'arriver, donc on va faire comme si on était par téléphone pour toi. Il y a Dounia qui est là, ça faisait un moment que j'avais pas vu Dounia. On a Sandra qui est là, Valérie. Voilà, vous êtes en train d'arriver les uns et les autres. Dans quelques minutes, on va démarrer. Ce que je te proposerai, Sandy, c'est de te présenter, de Ouais. dire dans quel cadre tu interviens, peut-être ton parcours brièvement, ton parcours de formation, ta formation initiale. Et puis ensuite, tu nous présentes la personne avec laquelle, autour de laquelle tu aimerais travailler, ce qui t'amène à poser cette demande de travail autour d'une supervision. Quelle est ta question principale? Et, et puis ensuite, tu nous présentes le cas. Bien sûr que les cas à chaque fois sont anonymés. À chaque fois, je demande aux participants, aux professionnels d'anonymer le cas, donc de changer des informations qui ne sont pas des informations majeures, mais qui permettent que le client ne soit pas repéré. Voilà, même s'il y a beaucoup de respect dans la façon dont les cas sont analysés, sont pensés, c'est important de garder cette confidentialité. Eh ben, on va commencer. Sandy, peut-être te présenter tout d'abord. Ben, je suis Sandy, donc je suis infirmière depuis 20 ans maintenant. Et j'ai fait un parcours de formation à Way Inside. J'ai commencé en 2022. J'ai fait un parcours sur 3 ans, donc le parcours thérapeute TSE. J'ai fait aussi quelques modules de spécialisation à côté chez Way Inside. Actuellement, je me partage avec un poste d'infirmière en psychiatrie féminine, des Super. patients qui sont hospitalisés pour des troubles du comportement alimentaire, des schizophrénies, psychose maniaco-dépressive, dépression Ok. majoritairement. Donc, Voilà. prise en charge plutôt lourde, des patients parfois chroniques. Euh, voilà. Ouais. Ok.
Et là, le cas clinique que tu vas nous présenter, c'est un cas clinique dans le cadre de la pratique en psychiatrie ou en libéral là? En libéral. Ok, super. Ok, qu'est-ce qui t'amène à présenter ce cas aujourd'hui? Ben, je m'interroge sur la stratégie thérapeutique. Voilà. D'accord. C'est souvent Donc, une question qui est la vôtre, hein, la stratégie thérapeutique. Euh, et, voilà. et en même temps, c'est un point central parce que si on ne veut pas travailler d'un point de vue centré sur le symptôme, avec une approche très allopathique, juste faire disparaître le symptôme, alors doit se poser la question de la stratégie et comment envisager le travail, comment mettre en œuvre des techniques, des outils pour faire que le processus se transforme. Donc c'est une question centrale. C'est une personne que tu reçois depuis un long moment? Non, c'est une personne que j'ai vue une première fois et que je reçois dans quelques jours pour une deuxième consultation. Ok, Donc voilà, c'est une dame qui a une quarantaine d'années, oui, qui est célibataire, sans enfant. Elle est fille unique. Euh, et c'est une dame qui est hôtesse de l'air depuis 20 ans. d'accord, Et elle vient consulter pour une phobie de l'ascenseur. Elle m'informe que depuis enfant, elle n'a jamais été à l'aise avec les ascenseurs. Elle a ce souvenir désagréable de la sensation que ça procure quand il descend. d'accord. Et pour son travail, elle prend régulièrement les ascenseurs et c'est une torture pour elle. Avant chaque départ, elle anticipe tous ses voyages, où se situent les ascenseurs, donc dans les aéroports, dans les hôtels, et elle stresse à l'avance avant de prendre l'avion. Elle arrive à prendre les ascenseurs en étant accompagnée par un petit groupe de personnes, c'est-à-dire 2-3 personnes maximum. Euh, et elle prévoit toujours dans son sac à main avec elle de quoi s'occuper, en fait, si l'ascenseur venait à s'arrêter. Donc Ok, elle prend donc toujours avec elle. déjà Ouais. c'est intéressant parce que déjà avec ces éléments-là, donc on a donc une dame, 40 ans, donc ça nous donne quelques informations déjà au niveau clinique. Le fait qu'elle soit hôtesse de l'air, donc son activité professionnelle, qu'elle exerce, ça fonctionne, il n'y a pas d'entrave au niveau professionnel. Et la Non. demande, le symptôme, ce dont elle se plaint, ce qui va l'amener à consulter cette personne, c'est sa phobie des ascenseurs. Et la phobie des ascenseurs, on est dans une phobie donc qui est là présente depuis un certain temps, peut-être pas entravante depuis un certain temps, donc il faut voir si Ouais. ça s'est aggravé depuis un certain temps, mais on sait que déjà enfant, prendre l'ascenseur, l'amener à ne pas être à l'aise, C'est pas notamment en confortable. lien avec la sensation que ça produisait. Ouais. On Ben, elle a arrive à aussi, les prendre, ok, mais c'est pas confort. Elle arrive à les prendre, mais pas seule. Elle arrive à les prendre si elle est accompagnée de 2-3 personnes maximum. Bon, ça, je vais vous expliquer par rapport à son histoire. Et elle arrive à les prendre en anticipant, en prenant avec elle une bouteille d'eau et des magazines pour s'occuper en cas d'arrêt. ok, Ça, c'est ce qu'elle me dit. ok, donc là, c'est important de revenir aussi là-dessus parce que tu disais que s'il y a un petit groupe, s'il y a du monde et tout ça, c'est plus facile pour elle de prendre l'ascenseur. Trouver la stratégie d'être accompagnée, c'est une stratégie de protection, mais en même temps, c'est une stratégie qui vient maintenir, renforcer le fait qu'il y a un problème avec les ascenseurs. Parce que sinon, une personne qui n'a pas de problème avec les ascenseurs, qui n'a pas repéré ça, c'est une personne qui se pose pas la question de est-ce que je prends l'ascenseur, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il n'y a pas de monde, quelles sont les affaires que j'ai dans mon sac. Elle prend l'ascenseur parce qu'elle doit aller à des étages supérieurs, c'est tout. Là, cette personne se débrouille pour avoir du monde avec elle lors de cette situation-là, de s'entourer et aussi de prévoir de s'occuper en cas d'arrêt. Alors, de prévoir de s'occuper en cas d'arrêt, ça veut dire qu'en cas d'arrêt, elle pourrait avoir avec elle de l'eau, des magazines,
afin que ce moment-là ne soit pas trop douloureux à vivre, ne soit pas trop long à vivre. C'est Donc, ça. toutes ces stratégies sont des stratégies de protection. Mais ces stratégies de protection sont aussi des stratégies de renforcement. Ça veut dire qu'elle se protège de ce qui lui fait peur, mais plus elle se protège de ce qui lui fait peur, avec les magazines, avec l'eau, avec des personnes qui l'accompagnent, plus ça va maintenir sa problématique, c'est-à-dire le fait qu'elle soit phobique. Donc la protection devient un problème, devient un maintien de la problématique. Ouais. Après, je la questionne si c'est tous les ascenseurs. Elle me dit que les ascenseurs en verre, pour elle, c'est moins terrifiant. Parce que le fait de voir ce qui se passe à l'extérieur, s'il y avait un arrêt de l'ascenseur et qu'elle doit appuyer sur le bouton d'urgence, le fait de voir si les gens s'activent autour, ça la rassure. Ok, donc là encore, ça nous donne des informations complémentaires et ça nous dit ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une surattention, une surfocalisation autour de l'objet phobogène. L'objet phobogène, c'est l'ascenseur, et elle va hyper détailler tous les éléments autour de l'ascenseur, c'est-à-dire est-ce qu'elle est seule, est-ce qu'elle est accompagnée, est-ce qu'elle a des affaires sur elle en cas d'arrêt de l'ascenseur, est-ce que l'ascenseur est transparent, ce qui permettrait, si elle active la sonnette d'alarme, de voir que les gens vont bouger autour et ça montrera qu'elle va être, qu'on a repéré qu'il y avait un souci dans l'ascenseur et donc qu'elle va être sauvée. Il y a vraiment tout un ensemble de stratégies et pour se protéger et pour pouvoir intervenir ou rendre moins douloureux le moment où se passerait l'événement difficile. Après, pendant l'entretien TSE, je cherche à savoir si c'est que l'ascenseur et elle me dit que non. Finalement, sa projection de l'angoisse, elle peut aussi la ressentir quand elle prend le train, le métro souterrain. En fait, sa peur, c'est que ça s'arrête au milieu euh, et qu'elle n'arrive pas à destination. Elle peut aussi ressentir de l'angoisse. Enfin, pour elle, c'est pas possible, par exemple, de rentrer dans un appareil à sauna ou un appareil à UV. Elle a peur d'être asphyxiée, de manquer d'oxygène et de pas pouvoir ouvrir la porte et sortir. Ok, donc ça c'est intéressant parce que ça nous rajoute d'autres éléments et ça nous indique que on pourrait se poser la question, est-ce qu'on est face à quelque chose qui ressemblerait à un trouble anxieux généralisé avec des anticipations? Mais il y a quand même cette expérience particulière de être enfermé qui est cause de sa souffrance, qui est cause du problème. Être enfermé dans un lieu clos. Ça, c'est le premier point. Et après, tout ce qui concerne ces anticipations et qui pourrait laisser penser à un trouble anxieux généralisé sont des anticipations pour se protéger de la situation. Là, Sandy, tu nous dis pas que régulièrement, c'est une personne qui va construire des scénarios catastrophes avec à chaque fois des dangers de mort et que quelles que soient les situations, ça va être difficile, ça va s'aggraver, elle pourrait mourir. Les moments où il y a de l'inquiétude, c'est les moments autour de l'ascenseur, autour du métro souterrain, autour des trains. Donc, ce sont des lieux clos, des lieux fermés. C'est dans ces moments-là qu'elle peut éprouver de l'angoisse. Et c'est avant de pénétrer dans ces lieux-là qu'elle va avoir de l'angoisse. Mais c'est toujours orienté autour de, de lieux clos. Et ça n'est pas de l'anxiété, quelles que soient les situations. Elle n'est pas en Elle me train dit de qu'elle dire, anticipe, ouais, vas-y. elle anticipe toujours le pire. Elle se fait toujours des scénarios catastrophes quand même. Oui, mais elle se fait des scénarios catastrophes. Là, les éléments cliniques que tu nous donnes, ce sont des scénarios, et encore, ce pas des scénarios catastrophes, c'est des anticipations anxieuses qui sont présentes autour de l'objet phobogène, autour des objets phobogènes.
C'est pas raconter dans sa vie entière qu'à chaque fois qu'elle se retrouve dans une situation, quelle qu'elle soit, à chaque fois se dire mais ça pourrait mal se passer. Quand elle passe un examen, quand elle prend l'avion, elle pourrait arriver en retard. Le pilote pourrait être alcoolisé et ne pas arriver à bien piloter. Elle pourrait être agressée dans la rue, dans un pays étranger. C'est pas ça que tu amènes. Tu amènes qu'il y a Non, beaucoup d'anxiété et d'inquiétude autour des objets phobogènes, autour de ces objets clos, on va dire presque hermétiques, dans ce qu'elle amène et dans lesquels elle pourrait manquer d'oxygène, se retrouver étouffée à ce moment-là. Donc, ça ouvre sur des questions autour d'angoisse, d'étouffement et peut-être la question aussi de la claustrophobie. voilà. Donc, on en vient. En fait, je la questionne par rapport à l'avion. Donc, pour elle, elle se sent en sécurité. C'est son milieu, c'est son élément. Le fait qu'il y ait des hublots, qu'elle puisse voir à l'extérieur. Elle me dit qu'il y a toujours des portes de sortie dans l'avion. Voilà. OK. Elle se dit pas claustrophobe dans le sens où je la questionne pour comment se passent les nuits, parce que je sais que les couchettes sont assez étroites. Elle me dit qu'elle arrive même à dormir en soute, selon certains trajets, Oui. parce qu'il y a une porte. Voilà, elle peut sortir. Mais on voit bien qu'on est dans une phobie là. Et, et, et quand elle évoque non, ça n'est pas la claustrophobie, c'est parce que dans les avions, elle est convaincue qu'elle est en sécurité. Ça fait pas partie des objets clos où elle est en danger. Dans l'avion, elle est en sécurité. Et en plus, elle a cet élément qui est irrationnel, qui est, mais il y a des portes de sortie. C'est complètement irrationnel parce que quand on est à 20 000 mètres d'altitude, C'est ça. que la porte puisse s'ouvrir, ça ne permettra pas d'être sauvé s'il y a un souci dans l'avion. Donc c'est illusoire. Et pourtant, ça la rassure. Et Mm. puis, c'est son lieu professionnel, donc pour l'instant, son espace professionnel. Et pour l'instant, euh, on voit bien comment la pathologie n'est pas venue entraver tous les espaces et que l'espace du professionnel, pour l'instant, est sauvegardé dans les avions en Mm. particulier. Et je me questionne aussi parce que l'avion, il est tout le temps en mouvement. Oui, Et elle, on y viendra après, mais elle, c'est surtout cette angoisse de l'arrêt, quoi. ok. Donc ça, c'est un point important. Parce qu'on a le fait que l'immobilité égale sûrement la mort, sûrement l'immobilité égale le Pas. danger. Donc on a cet Mm. élément-là, et chaque fois qu'il y a sortie, donc possibilité de mouvement ou mouvement de l'objet, à ce moment-là, dès qu'il y a mouvement, il y a sécurité, C'est ça, égale vie. c'est ça. OK. Donc ça nous aide à préciser. Et on voit bien comment, bien sûr, on est dans une problématique, là, a priori plutôt névrotique, parce qu'il y a toute cette stratégie de réflexion, d'analyse, d'anticipation pour se protéger d'une situation que la personne a pu construire, qui possède beaucoup de caractéristiques sensorielles. Et ça, c'est intéressant. Il sera intéressant de voir s'il y a des éléments supplémentaires. Est-ce que c'est par rapport au noir? Est-ce que c'est par rapport à l'immobilité? Est-ce que c'est par rapport au silence? Est-ce que c'est par rapport à la petitesse d'un espace? C'est ça qui pourrait nous donner des informations et donc ça nous indiquerait des informations autour de ce qu'on appelle les sous-modalités. Ouais. Ok, Après, vas-y. Vas-y. elle m'amène un autre élément dans son histoire de vie. Donc, elle a subi la mort de sa cousine, dont elle était très proche. Et Quand elle a elle avait été, quel âge? Elle il était y avait, enfant? non, au début de sa carrière professionnelle, il y a à peu D'accord, près 20 ans aussi. autour de ses 20 ans. Voilà, Et donc c'était pas prévu.
et elle a vu une psychologue à ce moment-là qui l'a aidé à faire le lien entre son angoisse, donc sa phobie de l'ascenseur, et l'image du cercueil qui descend dans la fosse. Ok. Donc à la fois c'est Et à ce intéressant moment-là, et il y a une majoration des troubles à ce moment-là, enfin de l'angoisse. les troubles ont été majorés à partir du moment où le lien a Ouais, été fait. ouais, Et donc les symptômes n'ont pas disparu, les symptômes se sont aggravés. ouais. Elle m'a dit qu'elle a toujours anticipé le pire, même en étant jeune. Elle a toujours fonctionné de cette façon-là, mais quand il s'est passé ça, donc ce deuil, euh, l'angoisse s'est majorée. Ok. Et c'est surtout quand tu as été perçu le lien ou le jour où il y a eu un deuil. Qu'est-ce qu'il en est? Ben, en fait, c'est le jour où elle a perçu le deuil, je dirais. Parce qu'après, elle a été amenée donc, à consulter une psychologue parce qu'elle était mal. Et c'est la psychologue qui l'a aidée à faire le lien avec cet événement-là. Mais au moment où le lien a été fait, tu as dit que ça s'est aggravé. Les symptômes se sont Non, c'est au aggravés. moment où il y a eu le décès. C'est au moment où il y a eu le décès que ça D'accord. s'est aggravé. Donc ça s'est aggravé au moment du décès et Ouais. après, quand il y a eu ce lien avec le cercueil, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait baisser les troubles? Non, elle me dit ça m'a aidé à comprendre ce qui se passait, mais ça m'a pas aidé à gérer mieux quoi que ce soit. Ça n'a rien changé. Bon. Donc ça, c'est important aussi, c'est qu'on voit bien comment, à un moment, il se passe un événement dans la vie des personnes. Et je vous le redis, ça veut dire que si on pense que la personne est de structure névrotique et que son aménagement est phobique, ça veut dire que s'il n'y a pas de trouble majeur du rapport à la réalité, du rapport euh, à soi, du rapport au corps, du rapport aux autres, à plus grand que soi, si on ne repère pas de trouble majeur et qu'on est bien dans une structure de personnalité, une structure qu'on appelle névrotique, alors on cherche l'aménagement. L'aménagement, c'est comment elle gère son angoisse. Et là, le mode de gestion de l'angoisse qu'elle a pu trouver, c'est un mode de gestion phobique, c'est-à-dire un mode de gestion de l'angoisse où elle déplace son angoisse sur un objet externe, et là, en l'occurrence, sur les ascenseurs, sur les métros souterrains, sur des espaces clos immobiles. Donc ça, ce serait comment elle gère l'angoisse. Et comment elle gère l'angoisse? Elle gère l'angoisse de manière phobique. Donc on parlerait parce que les dysfonctionnements sont là, parce qu'il y a une entrave au niveau de la vie personnelle, pas professionnelle, mais personnelle, et ça peut atteindre le professionnel quand elle doit prendre l'ascenseur. On entend que ces entraves-là sont présentes, et donc ça nous dit que cette patiente présente une névrose phobique ou, dans le cadre du DSM, on dirait un trouble phobique. Et ce trouble phobique, il s'est majoré, il s'est révélé au moment ou révélé de façon majeure ou de façon plus aiguë au moment du décès de la cousine. Au moment du décès de la cousine, c'est comme si ça venait fissurer le, la structure, ça venait fissurer le cristal, et le cristal étant fissuré, alors la personne rentre dans un fonctionnement plus pathologique. À ce moment-là, elle vient consulter, c'est ce qui l'amène à consulter parce que c'est douloureux ce qu'elle est en train de vivre. Et le professionnel lui propose un lien, lui amène un lien parce qu'il va chercher à faire des liens et mettre des causes et des effets. Il va faire un lien entre la phobie de l'ascenseur et le cercueil. À la fois, ça peut être intéressant au niveau intellectuel, et c'est ce que dit la patiente, ça l'aide à comprendre ce qui s'est passé, mais par contre, ça ne l'aide pas à gérer ce qui s'est passé. Elle en souffre tout autant, mais elle en ressort plus intelligente, on pourrait dire, parce que maintenant, pour elle, elle a compris ou elle a une raison d'être phobique. Donc ça vient juste l'apaiser, apaiser l'angoisse liée, qui reste liée au fait d'être phobique, ce sentiment, mais alors je deviens folle, c'est quand même tous les jugements qu'elle pourrait s'attribuer, c'est pas normal
de pas pouvoir prendre l'ascenseur à 40 ans, c'est pas acceptable, mais c'est très infantile, etc. Tous les jugements qu'elle pourrait s'attribuer à ce moment-là s'arrêtent, puisqu'elle va dire, si je peux pas prendre l'ascenseur, c'est à cause du décès de ma cousine. Et pour autant, ça ne viendra pas changer quelque chose au niveau ni de sa structure ni de l'aménagement, parce qu'elle continuera à rester phobique. Ça veut dire que cette intervention n'est pas une intervention stratégique. Donc déjà, ça te donne des éléments, Sandy, c'est que de vouloir continuer à expliquer le pourquoi cette phobie ne l'aidera pas à sortir de cette souffrance-là. Au contraire, ça ne fera que la maintenir en donnant un explicatif et en maintenant cela, la souffrance ne fera que s'installer davantage. Donc le souvenir, par contre, qui est là présent, tu nous as dit, c'est au moment où le cercueil est mis en terre. Ouais. Et là, elle te décrit des éléments? Ben, ce qu'elle a ressenti, c'est beaucoup de colère et d'injustice. Quand elle en parle maintenant, les émotions sont toujours vives. Elle me dit qu'elle a fait le deuil du trauma avec le temps. Voilà. Alors, quand elle dit le deuil du trauma avec le temps, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle a continué sa vie, ça s'est atténué, mais bon, quand elle m'en reparle, je sens que c'est encore douloureux, quoi. D'accord. Est-ce que, par exemple, toi, tu l'aperçois dissociée? Est-ce qu'elle a l'air, dans sa vie, dans son fonctionnement, est-ce qu'elle a l'air comme détachée de la réalité, comme un peu insensible, un peu séparée de toute émotion, de toute... Non. Ok, donc la dissociation, apparemment, il n'y en a pas. Est-ce qu'elle t'indique qu'elle a des cauchemars, qu'elle a des troubles Non. du sommeil? Non. C'est ok. Est-ce qu'elle t'indique qu'elle a des réminiscences? Ça veut dire que de temps en temps, elle revoit la scène du cercueil. Non. Non, Est-ce elle m'amène que- cet élément-là parce que c'est le seul suivi psychologique qu'elle a eu. Et donc, D'accord. pour elle, elle pense que c'est important de me transmettre cette information-là. Voilà, elle me dit, voilà, il s'est passé ça dans ma vie. À ce moment-là, j'ai consulté. On a fait ce lien-là. Effectivement, ça a été très douloureux pour moi et pour ma famille, ce décès. Voilà, donc pour elle, c'est un élément important qui explique aussi ces troubles. Et le dernier point qui est important aussi, est-ce qu'elle est dans des conduites d'évitement? Est-ce qu'elle évite les cimetières? Est-ce qu'elle évite toute situation Alors autour ça, je n'ai de la pas mort? demandé. Bon. Pour les cimetières, j'ai pas demandé, non. Mais pour autant, on peut avoir quand même comme hypothèse que le trauma n'est plus agissant, c'est-à-dire qu'il y a une expérience très douloureuse. Peut-être à ce moment-là, traumatogène, elle était trop difficile, elle était inacceptable, il y a eu, et peut-être parce qu'il y a eu ce sentiment de colère et d'injustice, qu'elle a vécu beaucoup de colère, ça a permis peut-être de, de libérer, de laisser circuler tous les mouvements intérieurs émotionnels d'effroi, de terreur qui étaient là présents. Et ça a permis de venir libérer tout ça grâce à cette colère qui était déposée sur la vie, sur l'injustice de la vie. Et c'est ce qui a permis qu'au fur et à mesure, elle puisse dépasser ou faire, comme elle dit, ce deuil du trauma avec le temps. Mais on n'a pas d'éléments qui nous laissent penser qu'aujourd'hui, il y a un trauma agissant. Elle me dit quand même que son angoisse ultime, ça serait que ça s'arrête en étant conscient. Que, par exemple, se réveiller vivante dans un cercueil, pour elle, c'est le film d'horreur, de manquer d'oxygène. Voilà, elle m'amène quand même cet élément-là aussi. Oui, mais en même temps,
euh, on peut être choqué par des événements, par des films et tout ça, et parce que cet élément est présent du cercueil, chacun d'entre nous, si on nous amenait l'élément du cercueil, chacun d'entre nous pourrions dire, on n'aimerait pas être enfermé vivant dans un cercueil, on aurait peur d'être étouffé sous terre, 6 pieds sous terre. Chacun est effrayé à l'idée d'images comme celle-ci. Être enterré vivant, euh, personne ne le souhaite. Et on voit comment, et ça vraiment c'est à interroger, c'est à questionner, on voit comment une approche d'accompagnement qui est une approche causaliste dans laquelle on va chercher à faire des liens, à vouloir expliquer le pourquoi d'un symptôme, c'est la meilleure façon d'installer, de faire durer le symptôme. Juste de faire un lien et de dire ce qui vous est arrivé vient de cet événement-là, on est en train de rendre prégnant cet événement-là et de le mettre au premier plan. Et ça, c'est un réel problème. Ça veut dire que on est en train d'engrammer une cause-effet, ce qui veut dire que tous les événements qui vont se passer ensuite, tout ce qui va se produire ensuite, toutes les rencontres qu'elle pourra faire, tout ce qui se produira, elle ne pourra le voir qu'à travers les lunettes, qu'à travers le filtre de cette histoire de cercueil qui a été quelque chose qui a été traumatique pour elle. Et c'est pour ça qu'elle ramène l'idée, mais par contre, mon angoisse ultime serait de me réveiller vivante dans un cercueil. Mais personne ne voudrait se réveiller vivant dans un cercueil. Pourquoi pense-t-elle à ça? C'est ce Elle que pense j'ai à ça dit, mais j'ai parce dit, qu'il y a moi, eu je un pense lien. pas. Voilà. Elle y pense. Mais elle y pense parce qu'il y a un lien qui a été fait et que c'est un lien forcé. Et que Ouais. si on n'avait pas fait ce lien, elle n'aurait pas amené ces éléments-là. Ouais. Il s'est passé une autre chose aussi dans son histoire, c'est qu'après cet incident, après ce deuil, donc au moment où elle travaillait, elle s'est retrouvée coincée dans un ascenseur avec un gros groupe de personnes. Ils sont restés coincés plusieurs heures. Et pour elle, ça a été horrible. Donc en fait, maintenant, elle arrive à prendre l'ascenseur qu'avec 2-3 personnes maximum. Parce que trop de personnes, elle s'est sentie étouffée, asphyxiée. Voilà. Ok. Donc le fait de risquer là on a une phobie des lieux clos avec une angoisse d'asphyxie, une angoisse de Mm. mort par asphyxie. Mm. Et on est dans une phobie de lieux clos. Donc c'est une claustrophobie avec angoisse de mort par asphyxie. Et ça, elle le relie au cercueil parce que c'est ce qui a été proposé lors d'un suivi thérapeutique. Et elle, elle en a eu l'expérience, en plus, comme une confirmation, un jour, lorsqu'elle s'est retrouvée coincée dans un ascenseur. Mm. Ce qui veut dire, ce qui nous dit que intervenir sur la question du cercueil, ça ne ferait que renforcer la validité de, de la liaison forcée qui a été faite, de l'interprétation forcée qui a été faite, et, et donc ça n'aurait pas d'intérêt. Mais par contre, peut-être qu'intervenir sur être coincé dans un ascenseur et se sentir étouffé, comme elle l'a déjà vécu, ça peut être une piste de travail pour ouvrir d'autres possibilités et pour l'aider à vivre plus confortablement l'expérience de entrer dans un ascenseur. Mm. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments au niveau de ce premier entretien, d'autres éléments à partager? Non, après, elle me dit qu'elle supporte pas donc l'attente, l'arrêt. Tout doit être en mouvement tout le temps. Donc je l'interroge si elle a des moments où elle fait rien, où elle s'ennuie, où elle s'autorise. Elle me dit que oui, mais dans sa tête, c'est tout le temps un projet, il y a des projets, c'est tout le temps, voilà. Il y a pas du rien, quoi. Faut tout le temps que ça bouge dans sa tête, qui est, voilà.
c'est intéressant parce qu'on voit comment un mode de fonctionnement dans une structure, là, par exemple, névrotique phobique. Là, on a une névrose phobique, claustrophobie, avec angoisse de mort par asphyxie. Et on repère combien tous les éléments de vie, mais aussi les pensées, sont structurées, sont construites de manière à éviter, et ça c'est caractéristique de la phobie, de manière à éviter ce qui est le plus anxiogène, c'est-à-dire l'immobilité, parce que l'immobilité égale la mort. Donc dans la vie, il faut bouger, dans la vie, il faut agir, dans la vie, il faut se déplacer, dans la vie, il faut que rien ne soit immobile, dans la vie, on ne peut pas se poser, on ne peut pas se reposer, on ne peut pas s'ennuyer, dans la vie, on ne peut pas ne pas penser, on ne peut pas se projeter sur demain. Pourquoi? Parce que si je m'agite, si je bouge, si je pense énormément, si je prévois demain, à ce moment-là, je suis dans la mobilité, je suis dans le mouvement. Et si je suis dans le mouvement, égal, je suis dans la vie. 6 pieds sous terre, c'est la mort. À la surface agitée, c'est la vie. L'immobilité, 6 pieds sous terre, c'est la mort. Le mouvement à la lumière, c'est la vie. Et donc, elle va mettre en place, et pour l'instant ça tient, elle met en place tout un ensemble de stratégies et même elle pourrait réorganiser l'ensemble de sa personnalité à travers ses pensées, ses émotions, ses comportements pour se défendre, pour éviter l'angoisse, pour éviter le risque d'immobilité qui est égal pour elle à de la mort. Et ça, on a une croyance très forte et c'est cette croyance qu'il va falloir faire changer en termes de stratégie. Le deuxième élément où il va falloir faire changer les choses, c'est autour des sous-modalités par rapport à l'ascenseur. Ok, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Quand je la questionne sur sa représentation de la mort et de l'arrêt, parce qu'elle met l'accent sur cet arrêt chaque fois qui est hyper angoissant pour elle. Elle me dit que la mort pour elle c'est pas un arrêt, elle croit à la réincarnation. Ok. Mais même si elle croit à la Voilà. réincarnation, il va y avoir un arrêt dans cette vie-ci. Ouais. Est-ce qu'il y a des Voilà. endroits Après, où tu es entravé dans sa vie personnelle, familiale, affective, amicale? Ou est-ce que tout est OK? social, Social quoi? socialement, elle s'interdit des sorties. En fait, elle a peur d'être confrontée aux ascenseurs et elle a peur qu'on la démasque, en fait, qu'on démasque sa phobie et qu'on se moque d'elle. OK. Elle l'a dit, ça Donc, explicitement? Elle a ouais. peur qu'on se d'elle? Donc, ce qu'on repère, c'est qu'il y a peu d'entraves au niveau professionnel. Il y a un peu d'entraves au niveau social, puisqu'elle s'interdit des sorties. Donc, ça la limite. Mais en même temps, elle sort quand même. Elle va prendre l'avion pour aller travailler. Elle fait ses courses. euh, elle va acheter des vêtements dans des magasins. Donc, pour l'instant, le symptôme n'est pas trop entravant. Elle en souffre et elle demande un travail, mais pour l'instant, on pourrait dire que c'est pas trop pathologique. Mais par contre, ça veut dire que ça pourrait le devenir. Ça veut dire que dans la mesure où il commence à y avoir déjà des entraves au niveau social, les risques seraient l'isolement. Au bout de quelque temps, elle risquerait de s'isoler. Et puis, si ça continue encore, elle pourrait peut-être recourir à des conduites d'utilisation de substances, l'alcool par exemple, pour pouvoir rendre beaucoup plus aisé, facile les sorties. Et donc, elle pourrait rentrer dans des conduites de dépendance
Ensuite, on pourrait avoir aussi l'entrée dans une dépression dans le temps long, parce que dans la mesure où elle se trouve entravée au niveau social, elle s'isole, elle va moins bien, peut-être elle pourrait s'alcooliser ou pas, et tout ça pourrait faire qu'elle a le sentiment qu'elle ne réussira jamais à s'en sortir, et qu'à ce moment-là, la seule façon de pouvoir sauver sa peau, c'est d'entrer en dépression. Et ce serait d'autant plus difficile qu'elle mette en place cette stratégie, qui est une véritable solution, une stratégie de protection, qui est la dépression. C'est que chez elle, entrer en dépression, ça l'amènerait à entrer en immobilité, entrer en, en attente, entrer en arrêt. Et ça, ce serait très anxiogène. Donc, ce serait une mauvaise solution. Ça veut dire qu'il faut barrer l'isolement, il faut barrer les risques de prise de substances et il faut barrer les risques de dépression. C'est pour ça qu'il faut intervenir rapidement dans ce cas clinique, dans cette situation. Il faut intervenir très rapidement et en intervenant très rapidement, elle va pouvoir recouvrer toute sa liberté, toute sa légèreté, tout son fonctionnement antérieur, lors duquel il n'y avait pas toute cette souffrance-là. Pour l'instant, j'imagine que tu n'as pas encore euh, proposé des interventions thérapeutiques. Non, non. Ok. Par rapport à ça, je ne sais pas si nos collègues ont des pistes, des suggestions d'intervention, ce qui leur semblerait pertinent par rapport à ce cas clinique. Si vous avez des idées, marquez-les dans la zone de commentaires ou dans le chat afin que je les partage à Sandy. Moi, il me semble qu'il y a plusieurs axes qui sont là possibles. Mais si certains d'entre vous ont des propositions, ben, c'est le bienvenu. La question de Sandy se retrouve autour de, des stratégies à mettre en place pour accompagner cette personne. Dans les stratégies, ce qu'il me vient tout d'abord, c'est de se dire, il y a à la fois là où est le symptôme, et c'est la question de la phobie de ces lieux clos. Et ce serait une piste intéressante que d'intervenir avec Mosaïque, protocole des phobies, parce que quand j'ai créé ce protocole, mon idée était d'intervenir autour des sous-modalités. C'est-à-dire de voir quand elle se retrouve dans l'ascenseur, il y a l'attente, donc ne pas voir ce qui va arriver. Il y a aussi l'arrêt, l'immobilité. Il y a peut-être le noir. Et puis, il y a le manque d'air, le manque d'oxygène. Donc ça, c'est un point important. Ce serait de modifier, d'intervenir au niveau des sous-modalités, de modifier les sous-modalités en s'appuyant sur l'effet des stimulations bilatérales alternées, donc l'effet des SBA, de ce tapping-là, pour venir mettre plus de souplesse là où elle se centre avec trop d'attention, avec trop de focalisation sur l'immobilité, l'attente, l'oxygène, peut-être le sombre. Ça, ce serait important de travailler autour de ça. Sylvie nous dit peut-être des questions miracles, c'est-à-dire de l'inviter en thérapie brève, avec l'approche thérapie brève, de l'inviter à quel... Imaginons que votre symptôme ne soit plus là, que vous ne soyez plus phobique. Que feriez-vous en premier? Si le miracle se produisait, quels seraient les premiers comportements que vous pourriez mettre en place? Ça, c'est l'intérêt de la question miracle. Ça l'aide à se protéger et à envisager que les symptômes, à un moment, vont se stopper, vont s'interrompre. Et puis, Sylvie nous dit ici aussi, on pourrait utiliser l'hypnose
notamment par rapport aux symptômes autour de l'ascenseur. Et je pense qu'on pourrait aussi utiliser l'hypnose par rapport à ce vécu d'attente, d'immobilité, euh, de sans mouvement. Et à ce moment-là, des techniques comme la catalepsie du bras seraient des bonnes pistes. Parce que d'amener une catalepsie du bras, un bras immobile, c'est un bras dans l'attente. C'est un bras qui ne bouge pas. Et de montrer que malgré le fait qu'il ne bouge pas, c'est un bras qui est fort, qui est solide. Et donc on pourrait passer de ce bras qui est immobile à un bras qui à un moment va se rigidifier et va devenir vraiment très solide, très ferme, très fort. Ce qui amènerait que l'immobilité, pour l'inconscient, l'immobilité pourrait être associée à de la force. Donc on pourrait très techniquement démarrer avec une séance d'hypnose, mais pour moi, hors de toute référence avec l'ascenseur, amener de la légèreté dans le bras, amener une lévitation du bras, et quand le bras est en lévitation, alors on installe une catalepsie, c'est-à-dire qu'on installe l'immobilité du bras. Et comme le bras est immobile, on associe immobilité avec la force du bras, la solidité du bras, et le fait que plus ce bras est fort, plus il est solide, plus davantage à l'intérieur elle-même de son corps, elle peut sentir de la force et de la solidité. Et plus elle est calme, plus c'est fort et solide. Donc elle peut transférer cette force et cette solidité du bras à son propre corps. Puis on pourrait l'amener à remettre du mouvement dans le bras, faire rebouger le bras et peut-être encore à l'immobiliser. Puis à refaire bouger le bras et l'immobiliser, ce qui montrerait que à chaque fois qu'il y a immobilité, ça veut dire qu'il y a force. Donc on travaille sur la croyance. Et à chaque fois qu'il y a immobilité, ça va être suivi par du mouvement. Et peut-être que s'il y a encore de l'immobilité, il y aura de nouveau du mouvement. Donc on réinstalle une continuité et on n'est pas une immobilité définitive, ce qui est sa crainte, puisque immobilité définitive, ça voudrait dire la mort. Enfin, moi j'aimerais travailler autour de la régulation sensorielle et émotionnelle, ce qui voudrait dire que des techniques euh, issues du travail de la théorie polyvagale de Porges, des techniques respiratoires, des techniques de régulation, là où d'habitude, quand ça s'immobilise, peut-être que ça l'affiche, ça la sidère. Donc ça nous dirait qu'elle va davantage vers le système parasympathique, peut-être même dorsal, elle s'approche du dorsal, et que plus elle ralentit, plus ça lui donne un sentiment d'impossibilité de se mettre en mouvement, d'impossibilité de se mettre en action. On pourrait dans ces moments-là utiliser des techniques qui remettent du mouvement, qui la ramènent tout d'abord dans la relation avec toi, Sandy, à travers des interpellations du type regardez-moi dans les yeux, respirez. Donc on la ramène dans la situation où elle vit l'immobilité, comme si on l'amenait en relaxation forte ou même grâce à l'hypnose. Puis on lui dit de nous regarder, on lui dit de fixer un point, on lui demande petit à petit de bouger certains membres du corps, peut-être le bout des doigts, les petits doigts, de faire des pressions entre le pouce et l'index, ce qui fait qu'on remet un léger mouvement et on réactive le système. Et enfin, on pourrait travailler autour de la respiration avec des inspires, des expires et des apnées, des arrêts, des mises en suspens. Et là, de la même façon, pour voir que après chaque inspiration, il y a une expiration, on souffle. Et après chaque souffle, il y a de nouveau une inspiration. Et après chaque inspiration, il y a de nouveau un souffle. Mais on peut ponctuer ça d'arrêt. On inspire, on garde l'air à l'intérieur du ballon et on souffle. Et on arrête et de nouveau on inspire, on garde l'air, on souffle, on arrête, on inspire, etc. Donc des respirations en carré, par exemple, seraient de bonnes indications. Parce qu'à la fois, ça permettrait de réguler, de réamorcer le système polyvagal pour le faire remonter dans la zone de tolérance où c'est adapté. Et en même temps, ça permet vraiment de pouvoir lui donner le sentiment
que même quand ça semble limité, immobilisé, alors ça peut redémarrer. Est-ce que tu pensais à d'autres pistes? Est-ce que tu pensais à d'autres choses, Sandy? Ben, je m'interrogeais s'il fallait que je travaille autour de la mort, mais je savais pas comment. Mais tu y réponds Mais quelque part. alors déjà, on y répond avec la catalepsie, avec cette immobilité, on va y répondre. Avec le polyvagal, on y répond. Avec les sous-modalités mosaïque phobie, on va travailler plutôt autour de l'objet phobogène, autour de la situation actuellement limitante. Mais évidemment, et c'est pertinent, travailler autour de la question de la mort, ce sera pour elle travailler autour de ses croyances. Et on pourrait utiliser différentes techniques de travail autour des croyances, de créer, décréer des croyances. De, en PNL, on a pas mal de techniques aussi qui permettent d'aborder les croyances et de venir faire se transformer les croyances en faisant des ajouts dans ces croyances, en les envisageant d'un autre point, avec des stratégies de créativité, ce qui ferait qu'on viendrait dénouer la croyance qui est 6 pieds sous terre, sans air, je meurs. À la surface, en mouvement, je vis. Et pour autant, même si c'est vrai, 6 pieds sous terre, on y est si on est mort. Il y a peu de raisons d'être enfermé vivant. Et à la surface, en mouvement, je vis. Non, à la surface, on peut être sans mouvement et être mort. Ou à la surface, être en mouvement et ne pas vivre une vie adaptée parce qu'on est en survie, en suragitation. Ce serait comme de remettre des curseurs. Et pour le travail des croyances, Mireille nous dit, par exemple, on pourrait travailler la marelle des croyances. Il y a tout le travail de Diels aussi sur les croyances, voilà, qui sont des pistes intéressantes. Il faut dénouer, il faut désintriquer cette idée que immobile égale mort. Ce qui ferait que, et c'est ton tableau qui me donne cette idée-là, par rapport à l'histoire de Frida Kahlo aussi, et donc je l'inviterai peut-être puisque c'est quelque chose qui doit te plaire, s'il y a ce tableau-là, peut-être de regarder dans cette culture-là, de regarder le travail de Frida Kahlo, de regarder quelle femme elle était, et de prendre le temps d'observer, d'aller observer avec elle des tableaux. Parce qu'en allant observer avec elle des tableaux, ça va lui donner l'expérience que fixer quelque chose, prendre le temps d'observer et d'apprécier quelque chose d'externe, même si on est immobile, on n'est pas mort, on n'est pas 6 pieds sous terre. Et là où un travail en méditation avec les yeux clos l'amènerait trop à être dans son fort intérieur et à être comme immobile, enfermé à l'intérieur d'elle. Là, ce serait immobile, posé au début, ou avec peu de mouvement, donc en fixant un tableau, en regardant, en promenant juste les yeux, mais en immobilisant le corps, donc on peut le faire progressivement. Puis après, en ne bougeant plus les yeux et en fixant un point. Et en faisant ce travail-là, elle peut à la fois se rendre compte qu'elle est immobile et que même quand elle est immobile, sa respiration est toujours en mouvement. Si sa respiration n'est plus en mouvement, c'est qu'elle est morte. Alors la question ne se pose plus. C'est le moment de la mettre 6 pieds sous terre. Mais j'irai progressivement dans cette expérience, léger mouvement à observer une œuvre d'art et tous ses détails, immobile du corps, mais les yeux qui bougent pour observer tous les détails, et ensuite fixation d'un point et constat que la respiration continue toujours d'être là présente, qu'il y a toujours les battements et les pulsations du cœur, etc.
Et ça, toi, tu pourrais le faire avec des appareils électroniques que tu as qui permettraient de mesurer le battement cardiaque. Tu pourrais prendre son pouls en même temps qu'elle observe et qu'elle bouge plus les yeux et comme ça elle sentirait la température de ta peau et puis elle pourrait peut-être sentir la pression, la pulsation, voilà, des battements cardiaques. Mm. Ça viendrait dénouer aussi les croyances en le faisant en plus avec une compétence qui est la sienne, qui est sa compétence d'hyperfocalisation. C'est sa force, l'hyperfocalisation. Mais pour Mm. l'instant, l'hyperfocalisation, elle l'a mis au service de son symptôme, c'est-à-dire observer, anticiper tous les détails qui vont Mm. lui l'amener à éviter le fait qu'elle soit 6 pieds sous terre, étouffée 6 pieds sous terre. Est-ce que vous voyez d'autres choses les uns et les autres? Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui se présentent à vous? J'imagine Charles est là, il aurait sûrement des pistes. Il doit sûrement avoir des pistes autour du décodage avec la respiration, l'étouffement, peut-être la noyade, mort étouffée. Ça doit lui renvoyer avec des choses autour du décodage. Mais donc Sylvie nous avait dit l'hypnose. Mireille nous parle de la PNL avec la marelle. Peut-être que d'autres ont encore des pistes. Et sinon, toi, Sandy, est-ce que tu as d'autres propositions? Ben, j'avais pensé à Mosaïque, Bien sûr. et, le travail autour de la mort, de l'arrêt, mais je savais pas trop comment travailler. Bon, voilà, mais tu as répondu. Je Et travaillerai après, je mets. progressivement en plus pour la stratégie, c'est-à-dire j'aimerais travailler avec la respiration en premier. Parce que la respiration sera toujours là présente, quels que soient les protocoles, les techniques que tu vas utiliser ensuite. Travailler avec la respiration, faire des respirations en carré, ce qui lui donne le sentiment de maîtrise, de contrôler les apnées et la reprise de l'air, etc. C'est le premier travail. Ça peut être ensuite de travailler avec des tableaux, comme je l'ai indiqué progressivement. Et puis après, il nous resterait le travail des sous-modalités. Je ferai mosaïque, phobie, parce que ça permettrait de rendre beaucoup moins douloureux l'expérience avec l'objet phobogène. Et je travaillerai ensuite l'hypnose avec la sensorialité, notamment la lévitation et la catalepsie, donc la reprise du mouvement. Et je finirai par le travail sur les croyances. Parce que les croyances, c'est ce qui est le plus engrammé, le plus installé. Et donc peut-être le plus complexe dont on puisse se détacher, parce que la personne s'est agrippée et qu'elle s'en remet à ses croyances pour sa survie. Et, et en cela, elle elle souffre d'une maladie imaginaire, elle souffre de ses croyances. Charles nous dit les mémoires enterrés vivants dans l'arbre, les mémoires d'enterrés vivants dans l'arbre. Et il a dit, j'aurais regardé l'état de ses ongles, avec l'hypothèse des ongles abîmés, rongés, et qui indiquerait des mémoires autour de, voilà, gratter la terre sous terre. C'est bien, ça pourrait être même sans être dans le décodage biologique, ça pourrait même être une piste de travail métaphorique, hein, de l'amener dans un lieu où elle peut avancer et à un moment comme coincée et ensuite des sorties. Il y a pas mal de films qui montrent des expériences comme ça de chasse au trésor. Et, et ça serait un bon moyen avec en hypnose ericksonienne de lui dire que elle part peut-être en quête d'un trésor. Il y a des épreuves, comme pour tous les héros, il y a des épreuves, et les épreuves vont être que peut-être le chemin se rétrécit, qu'elle est coincée dans une forêt, et puis même à un moment, elle arrive à dépasser ça, et puis elle est coincée à un moment dans un rocher ou dans
elle est coincée dans une grotte, etc. Et elle arrive à s'en sortir à nouveau. Mais c'est parce qu'elle est rentrée dans la grotte et qu'elle a continué cela, même si elle avait très peur, qu'elle trouve le trésor. Et dans ce cas, on pourrait lui dire que son symptôme, sa phobie des lieux clos dans lesquels elle pourrait mourir par asphyxie, était comme l'occasion pour elle de découvrir son trésor intérieur, son propre trésor, c'est-à-dire qui elle est vraiment, ce héros-là. Et en cela, ça lui permettrait, parce qu'elle trouve ce trésor, elle se découvre elle, ensuite de continuer sa route et de revenir dans le lieu de la lumière, mais beaucoup plus apaisée et plus en étant dans une agitation pour la survie. Et, et Valérie nous disait, bien sûr, une des pistes, c'est de travailler autour du noyau central, le renforcement du noyau central, et ça peut être l'amour intérieur, ça peut être la guérison, la force intérieure, ça pourrait être des bonnes pistes de travail du noyau central. Et Florence a dit, elle n'a pas parlé de sa jeunesse, cette phobie. Elle avait avant la mort de sa cousine. On ne peut pas parler de trauma complexe. Non, on ne peut pas parler de trauma complexe. Le trauma complexe, ce serait une suite d'expériences traumatiques répétées d'attaque du corps, d'attaque du psychisme, qui amènent une dégradation de la personnalité. On retrouve ça dans de la maltraitance, on retrouve ça dans l'inceste, dans des abus sexuels, et c'est pas ce que l'on nommerait trauma complexe. Après, ça me fait penser à d'autres approches, et notamment des approches de psychomagie et qui pourraient amener des expériences au fur et à mesure, des pratiques où la personne se rend compte qu'elle peut être ensevelie, qu'elle peut être recouverte par des couvertures, par même de la terre, aller jouer dans le sable, mettre les mains dans le sable et ensevelir les mains, et voir que même quand les mains sont sous le sable et qu'on ne les voit plus et tout ça, on continue d'être là présente. Mais pour autant, je jouerai beaucoup sur la respiration. Sandy, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais aborder? Ben non, vous avez répondu tous. Parfait. Merci pour ce cas clinique. Merci à vous tous qui nous avez rejoints. J'ai vu entre-temps Delphine, Valérie qui était là, Poppy Pot, il y avait Charles bien sûr. On avait aussi Claire qui était là présente. Voilà, vous êtes nombreux et puis certains, voilà, dont je ne reconnais pas l'écriture. Voilà, on a Alice Dini qui est là aussi présente. Merci pour ce travail. Merci à toi, Sandy, pour cette Ben, présence. merci à toi. Avec plaisir. Merci à vous pour les partages. On a Véronique Coach Caron qui est là aussi et qui dit tellement créatif. Belle soirée. Merci à vous. Merci pour ce beau cas. Merci Sandy Guillaume. Et puis à très bientôt, je mettrai en replay, vous pouvez le retrouver des pistes. Et puis si vous aussi, vous avez envie de proposer des cas cliniques, n'hésitez pas de proposer des cas, même si tout n'est pas élaboré, même si vous êtes au début d'une pratique et comme là l'a proposé Sandy, c'est vraiment intéressant et on construit cela ensemble. Et puis continuez de partager avec nous la chaîne YouTube et puis le compte Instagram Guillaume Poupard. Régulièrement, je partage de nouvelles informations autour de la psychopathologie. Et puis voilà, on va continuer fort. Donc n'hésitez pas à le partager à d'autres confrères et consoeurs. Merci à vous pour votre participation. Merci Sandy. Puis à très bientôt. Merci.